que j'ai lu récemment, que j'ai terminé récemment, c'est même une trilogie, et l'autre c'est un one-shot que j'ai lu il y a quelques mois, mais qui est sorti cette année. Nous allons commencer tout de suite avec Broken Things. C'est un livre qui a été écrit par Lauren Oliver, qui a elle-même écrit également la trilogie Delirium, oui, ainsi que Before I Fall. Le livre a été publié en 2020 aux éditions Albin Michel. Ce livre fait 477 pages, donc c'est quand même une belle petite brique. Il se classe dans la catégorie jeunesse thriller et obtient une note de 15,6 sur Livre Addict. Ce qui n'est pas mal. D'ailleurs, si vous voulez me suivre sur Livre Addict, je vous mets mon pseudo juste ici. N'hésitez pas à m'ajouter. Dans Broken Things, nous allons aller à Brickhouse Lane, désolée pour mon accent anglais, en compagnie de 3 jeunes filles qui ont une amitié très très forte. Elles sont obsédées par le roman fantastique qui s'appelle Les Chemins de Lovelorn. Alors ce livre a une particularité, en fait il n'a pas de fin. C'est pour ça qu'il obsède à ce point-là les 3 jeunes filles. Elles se mettent à écrire des fanfictions, mais aussi à pousser le rêve très très loin et à se croire en fait dans Lovelorn. Un jour, malheureusement, le jeu va peut-être un peu trop loin, à tel point que une des 3 jeunes filles, Summer, décède. Bryn et Mia, les 2 jeunes filles restantes, donc les survivantes, vont être accusées pendant longtemps de ce meurtre. On va les retrouver au moment où elles essayent un peu de tourner la page de ce meurtre. Elles essayent de se reconstruire, malheureusement le passé ressurgit. C'est avec l'aide de 3 autres personnes qu'elles vont essayer de découvrir la vérité sur le meurtre de Summer. Comment vous dire que ce livre c'est une vraie pépite en fait. L'intrigue, les personnages, l'écriture, le parallèle entre le monde réel et le monde fictif de Lovelorn, vraiment tout est super bien écrit et vraiment nous plonge directement dans l'histoire. Il y a de nombreux thèmes évoqués dans ce livre et ces thèmes sont à la fois simples et complexes. Donc on parle d'homosexualité, on parle aussi d'amitié, mais d'une amitié aussi très malsaine, enfin qui peut le devenir en tout cas, mais aussi on parle d'amour sain bien sûr. On parle donc de la difficulté à s'assumer, que ce soit en tant que personne homosexuelle ou juste en tant que soi. Le fait d'appartenir à un groupe mais qui ne nous fait pas forcément du bien, et aussi bien évidemment le besoin de se réfugier dans un monde fictif pour pouvoir mieux supporter la réalité. Les thèmes abordés, même s'ils sont assez complexes mais très actuels, sont vachement bien écrits. Ça nous pousse à réfléchir en fait et à se demander... Enfin en fait c'est vraiment des questions qu'on retrouve quand on est adolescent, à avoir une enquête parce que c'est un thriller jeunesse, donc au-delà de tous les thèmes abordés de l'adolescence, on a cette enquête. Qui a tué Summer? Parce que clairement les filles, donc Bryn et Mia, ont été accusées à tort, elles n'ont rien à voir dans cette histoire. Je crois qu'elles avaient 15 ans au moment des faits. Bon ça ne veut rien dire, on est bien d'accord, mais voilà, elles sont clairement innocentes et elles décident donc avec l'aide de Wade, Owen et Abby, c'est ça, de découvrir la vérité. Et alors, on est transporté dans l'enquête directement. En fait, depuis le début du livre, des indices sont disséminés un peu partout. Mais bon, clairement, on ne les voit pas, nous, en tant que lecteurs, comme les personnages ne les voient pas forcément. Alors que, à la fin du livre, quand on a la résolution, on se dit bah oui, en fait, c'était complètement évident que c'était cette personne. Et c'est ça qui est chouette, parce que du coup, on se met en quête, comme les personnages, à trouver la vérité, à essayer de trouver les indices, mais rien. On peut avoir des suppositions, on commence à douter un peu de tous les personnages, même au final de Bryn et Mia, pourtant on le sait qu'elles sont innocentes, mais on en vient même à douter d'elles. On en vient à douter de ceux qui les aident, comme Wade, Owen ou Abby, parce que on sait jamais. Et au final, on arrive à la fin, et c'est possible de deviner la fin. Mais quand même si en la devinant, on reste quand même vachement surpris, et puis la résolution est juste ouf quoi. Alors on va parler un peu des personnages principaux, donc bien évidemment on va parler de Bryn, Mia et Summer. Donc Summer, évidemment c'est la personne qui est décédée, donc elle n'est pas là physiquement. Même si ce qui est bien dans ce livre, c'est qu'il est coupé de moments présents et du moment passé au moment où Summer était en vie. Même si on sait que les moments où Summer apparaît, c'est dans le passé et que malheureusement elle n'est plus en vie actuellement, on s'attache quand même à cette fille. C'est un personnage très complexe, Summer, une adolescente, mais qui se cherche beaucoup trop et qui ne va pas hésiter à écraser un peu les autres pour s'affirmer elle. Même en sachant que Summer est la victime pour laquelle du coup on devrait avoir plus de compassion, grâce au flashback que l'autrice met en place et qui raconte un peu sa vie et son caractère, on se rend compte que cette fille est juste
pas si bien que ça en fait. Et c'est vraiment perturbant du coup, pour le coup. Je me suis beaucoup attachée à Brin et Mia. Ce sont des personnages très complexes mais très simples à la fois et très réalistes surtout. Brin, elle va avoir cette carapace qui va la transformer en fille super agressive, mais au fond on sent qu'elle est pas si agressive que ça et que c'est vraiment une bonne personne qui se cherche encore. Ce que j'ai bien aimé aussi par rapport au personnage, c'est que du coup Mia, elle c'est le contraire total de Brin. Elle est plus douce, plus posée, moins dans le combat, moins dans l'agressivité. Et en fait c'est génial parce que on voit qu'elle se complète vraiment bien en tant qu'amie et c'est ça qui est vraiment beau dans une amitié. C'est pas forcément de se ressembler mais c'est aussi de se compléter et de pouvoir se soutenir et se comprendre malgré les défauts de l'autre. Je pense que vous avez compris que j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. C'était une belle découverte pour moi de cette année en tout cas. Moi je trouve que l'autrice a une plume super fluide, très bien détaillée. Elle arrive vraiment à rentrer... à faire rentrer le lecteur dans son univers, à rendre vivants les personnages. Quand j'ai fermé le livre, moi j'étais triste de les quitter vraiment parce que j'avais envie de savoir ce qu'ils devenaient, ce qu'ils faisaient vraiment de leur vie, etc. J'ai été étonnée de voir à quel point Lorraine Oliver arrive à passer d'une dystopie avec Delirium à un univers un peu plus réaliste avec un thriller pour ce livre aussi. Franchement je trouve ça incroyable quand un auteur arrive à écrire dans plusieurs styles différents. Donc si vous aimez les thrillers jeunesse qui parlent d'amitié, sans vraiment une histoire d'amour très prenante, je vous conseille Broken Things. Foncez, il est incroyable. Oh, on est type par 7,4, putain c'est bien hein. J'aurais pas mis ça, mais enfin j'ai pas mis ça d'ailleurs. Alors, on se retrouve maintenant pour le deuxième livre, donc ça c'est ma lecture la plus récente, c'est une trilogie. J'ai lu les 3 livres en lecture commune avec 2 copines d'Instagram, donc je vous mets leur petit pseudo en description, n'hésitez pas à aller voir ce qu'elles font parce que c'est vraiment chouette. On a lu ces 3 livres ensemble pendant ce confinement et franchement c'était une chouette lecture. En commune, je veux dire. Je m'excuse d'avance pour ceux qui ont vraiment aimé cette saga. J'essaie d'être objective quand même. Hein. Alors je vous présente donc le premier tome de la trilogie La légende de la lune sanglante, Alera, écrit par Kayla Clover. Il y a 3 tomes, forcément vu que c'est une trilogie, merci Roman. Le premier tome qui sort en 2009 et qui s'appelle du coup Alera. Le deuxième tome, lui, va sortir en 2011, et va s'appeler Le temps de la vengeance. Et le troisième tome, en 2012, va s'appeler Le sacrifice. On le classe dans la catégorie jeunesse fantasy. Et sur Livre Addict, il va avoir la bonne note de 16,4. Nous sommes au royaume d'Itanica et on va suivre les aventures de la princesse Alera. En fait, il faut savoir que dans le royaume d'Itanica, les femmes, comment expliquer ça, n'ont pas vraiment une bonne position. En fait, c'est un peu encore... comme l'ancien temps on va dire, où les femmes devaient juste se taire, se marier et faire acte de présence. Donc en fait Alera c'est la princesse mais elle est obligée de se marier parce qu'elle ne peut pas monter sur le trône parce que c'est une femme. Donc Alera est destinée à se marier à un homme du nom de Steldor. En fait c'est le seul qui va trouver grâce aux yeux de son père, malgré le fait que Alera ne le supporte pas. Elle ne l'aime pas, elle le déteste et je peux comprendre pourquoi, mais j'y reviendrai après. Mais un jour, Narian, un jeune homme, va apparaître. Et en fait, Narian, d'où vient-il? Il vient du royaume de Kokiri, un royaume avec lequel Itanica est en guerre depuis moult. Narian arrive avec son passé un peu obscur, mystérieux, etc. Et bien évidemment, Alera est complètement sous le charme de ce jeune homme et c'est là que va commencer les ennuis parce que son attirance pour lui va amener des problèmes dans le royaume d'Itanica, vous vous en doutez. Bien sûr, Narian a un secret et une fois que Alera va commencer à découvrir, va commencer à s'enfoncer dans ce secret et à découvrir ce que c'est, elle va être prise dans un engrenage de complot, de mystère, vous voyez un peu le genre, et du coup, ça va être le début de ses aventures. Comment dire, sans être trop virulente. Dans ce livre, je suis mitigée parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont positives, comme par exemple l'intrigue, la malédiction de Narian, qu'est-ce qu'il y a d'autre, les 2 sociétés, Itanica et Kokiri, qui sont des sociétés à part entière et qui sont vraiment détaillées avec leur religion, leur façon de vivre, etc. Voilà, il y a quand même
beaucoup de choses qui sont plutôt bien commencées, mais je trouve que l'autrice n'a pas su les exploiter à fond et c'est dommage. Donc Itanica, la place de la femme n'est pas optimale, tandis qu'on apprend un peu par hasard, on va dire, que dans le royaume de Kokiri, par contre, c'est la femme qui domine et qui a le pouvoir et tout ça, et au final on n'en sait pas plus. Voilà, c'est vraiment... On en sait assez pour que l'histoire continue, mais c'est vraiment en surface et j'ai trouvé ça super dommage parce qu'on a deux royaumes vraiment avec une identité propre, une façon de vivre très différente, et au final, y en a un qui est un peu mis à la trappe parce que c'est pas le royaume... parce que c'est pas le royaume principal, on va dire. Je trouve que l'autrice prend beaucoup de raccourcis pour justement faciliter la résolution de certains problèmes auxquels les personnages peuvent être confrontés. Pendant les 200 premiers chapitres, il y a 200 chapitres. Pendant les 200 premières pages, il se passe pas grand chose en fait. On suit les personnages dans leur petite vie, c'est comme des vlogs. En fait, c'est les vlogs d'Alera. Donc pendant 200 pages, il se passe pas grand chose en fait, et puis tout d'un coup, les 10 derniers chapitres, ça y va quoi, ça balance, et là il se passe plein de trucs, il y a de la guerre, il y a des morts, il y a des combats, enfin il y a des complots, en fait tout se passe dans les 10 derniers chapitres. Et au final, arrive la fin, et là, en un claquement de doigts, ben tout est résolu, tout va bien, et c'est tranquille quoi. On va parler maintenant des personnages, les 3 qui reviennent tout le temps, je vais vous en parler. Les autres, c'est pas qu'ils sont moins intéressants, mais il y a moins de choses à dire. Alera, l'héroïne principale, mais qui pour moi, au final, voilà, c'est pas forcément une héroïne. Je sais pas comment vous dire, voilà, elle est sympa, c'est une petite jeune fille de 17 ans, tranquille, mais qu'est-ce qu'elle est énervante. C'est tout le contraire des héroïnes qu'on peut rencontrer dans le fantasy, qui sont badass malgré leur âge, qui sont courageuses et qui osent qui se rendent compte de certaines choses à partir d'un moment et qui décident de se rebeller contre leur société ou quoi, enfin vous voyez un peu le style. Alera, elle... on peut dire que pour le coup c'est réaliste parce que c'est une fille totalement normale. C'est ça qui est compliqué dans ces livres, je trouve, c'est de la supporter, elle et ses bêtises. Alera n'est pas une fille mature et elle ne réfléchit pas aux conséquences de ses actes. En fait, ce qui est compliqué avec elle, c'est que clairement, on passe plus de temps à lever les yeux au ciel et à vouloir lui mettre des claques que de vraiment s'intéresser à elle. Le deuxième personnage dont je voulais absolument parler, c'est donc du coup Steldor, le futur mari d'Alera, dans le premier tome. Steldor est un canard. Il voit les femmes comme des objets, il n'a aucun respect, il se croit supérieur à tout le monde, il harcèle un peu certaines recrues de la garde qui sont moins confiants que lui. Il a des réflexions et des gestes envers Alera qui sont intolérables, pour moi en tout cas, et franchement, j'ai essayé d'excuser ce comportement en me disant que c'était ce que l'autrice voulait faire passer par rapport à Itanica et sa société où les femmes sont moins reconnues que les hommes. Mais en fait non, ça n'excuse pas certaines phrases et ça n'excuse pas certains gestes, et surtout que finalement il n'y a pas vraiment de remise en question de la part de Steldor. Donc en fait je ne comprends pas l'intérêt d'avoir fait un personnage comme ça, si c'est pour au final le laisser dans sa bêtise. Narian, c'est juste une potiche qui est là pour l'histoire d'amour. Il n'y a pas d'autres termes. Je suis un peu déçue parce que en voyant que Narian arrivait à Itanica, lui qui a vécu à Kokiri et donc qui a cette habitude de s'incliner, on va dire, devant les femmes et de les respecter plus qu'elles ne sont respectées à Itanica en tout cas, je pensais vraiment que ça allait enclencher quelque chose dans le cerveau d'Alera et changer ça en fait, et au final non. Donc c'est clair que pour cette trilogie, tout n'est pas acheté, bien au contraire, c'est bien écrit, l'autrice a une bonne écriture bien fluide, elle arrive quand même à nous faire ressentir des émotions vis-à-vis des personnages, même si dans mon cas, elles étaient plutôt négatives. Elle arrive aussi à nous faire rentrer dans les univers qu'elle a créés. Et clairement, si j'ai terminé la trilogie, c'est parce que je le voulais bien et que finalement j'étais quand même contente de les lire.
Mais c'est vrai que je pense que la lecture commune a beaucoup joué aussi. Parce que si j'avais été seule, soit je l'aurais terminé mais j'aurais eu beaucoup plus de mal et peut-être que j'aurais pris moins de plaisir. Terminé pour cette nouvelle vidéo avec comme présentation Alera et Broken Things. Alors j'espère que ça vous a plu, donc j'ai essayé de faire un avis positif et un avis négatif. Voilà, j'ai été honnête dans ce que j'ai dit. Je suis désolée si j'ai pu offenser certaines personnes pour ce que je disais pour Alera, mais voilà, c'est mes ressentis et je suis là pour dire ce que je pense. N'hésitez pas en commentaire, vous aussi, si vous avez lu les deux livres ou un des deux, à me dire ce que vous en avez pensé, à me dire si ce que je vous ai dit vous a donné envie de les lire, même Alera. Et sur ce, je vous retrouve du coup la semaine prochaine, même endroit, même heure, pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien!